Insomma, una bella sfida. Adesso andiamo a conoscere il primo ospite di questa giornata che ci aiuterà anche a introdurre uno degli argomenti al centro di questa seconda edizione di Agorà, che è il lavoro collaborativo. Per conoscere questo approccio abbiamo pensato proprio di invitare, per condividere la loro esperienza, alcuni protagonisti di un altro grande progetto in corso in Europa. Et ce projet que vous connaissez certainement, c'est le Grand Paris Express, la création de 200 km de nouvelles lignes de métro dans la capitale française. Bien, merci de nous donner l'opportunité de faire un retour d'expérience sur le Grand Paris Express. Moi, je vais vous parler des personnes et de ce qui est pour moi le principal enseignement, à savoir que dans des projets aussi importants et complexes, la qualité des relations entre les acteurs et la confiance jouent un rôle central. En fait, c'est l'absence de confiance qui pénalise la capacité à traiter les problèmes, et en particulier les aspects techniques. Donc, vous l'avez mentionné en introduction, c'est absolument central ce truc-là. Pour expliquer, je vais commencer par vous faire un exposé un peu rapide de la complexité du projet. Alors je retiendrai que les éléments qui finalement impactent le plus violemment les gens eux-mêmes. Donc le Grand Paris, le Grand Paris Express, pardon, c'est 200 km, 170 en souterrain, 68 gares, et le tout dans un milieu urbain extrêmement dense qui est la région parisienne. Alors, qu'est-ce que ça voulait dire la complexité du Grand Paris? D'abord, c'est le nombre de personnes qui sont impliquées et la vitesse de croissance. Donc, pour vous faire une image, on passe de 50 à 4000 personnes en 7 ans. En parallèle, on a 200 prestataires qui sont présents. Alors, ça veut dire beaucoup de monde, tant et si bien qu'à la fin, les gens finissent par plus savoir qui fait quoi. Chez certains prestataires, on a des personnes qui passent leur temps à savoir qui doit être impliqué dans les sujets, sans compter que tous les sujets sont liés les uns avec les autres. En fait, ça devient très très vite difficile de savoir où est-ce qu'on se situe dans cet ensemble qui est très complexe. Ensuite, c'est Olivier le signalait, ils sont partis d'une page blanche. Donc bien évidemment, il y a les études, mais il y a effectivement toutes les fonctions support. Pour vous faire l'image, c'est un petit peu comme partir en expédition avec un prototype, mais en version bêta. C'est-à-dire là où on s'attend que ça marche, mais ça ne marche pas toujours. Ça marche, beaucoup de choses ont marché quand même. Et puis on a des délais extrêmement courts. Nous, quand on est arrivé, la date c'était 2022. Alors des délais courts, ça veut dire quoi? Ça veut dire de la charge, ça veut dire de la pression, ça veut dire du stress. Sans compter qu'on a des ouvrages qui sont techniquement assez complexes, puisqu'on se retrouve avec une partie des ouvrages qui sont à 60 mètres. Et j'ai cru comprendre que c'était à peu près la limite de ce que l'ingénierie savait faire. Vous allez faire plus compliqué encore, mais bon. Là, on a des immeubles au-dessus, il ne faut pas que ça tombe quand même. Voilà. Et puis, ça amène aussi à des chevauchements de faces. Comme les délais sont très courts, finalement, on va se retrouver avec des faces qui vont s'imbriquer. On est en train de concevoir, mais en même temps, on discute avec le territoire. Donc, il y a un avis du territoire, on bouge la gare. On a encore eu le cas il n'y a pas très longtemps. Et ça a des conséquences sur les données d'entrée qu'on envoie aux maîtrises d'œuvre, qui du coup se retrouvent sans arrêt à avoir peur ou sont obligés à refaire un certain nombre de choses parce que c'est instable. Ça fait partie un peu de l'ADN quelque part du projet, mais c'est très dur. Donc tout ce contexte est extrêmement déstabilisant pour les équipes. Surtout que ce sont des gens qui viennent de structures qui sont installées, dans lesquelles finalement tout fonctionne, même si à un moment donné on peut se dire que ça pourrait fonctionner mieux. Donc en face de ça, les gens cherchent à faire avancer. Donc je vais vous faire un exemple directement. Je fais une remarque préalable, c'est que je ne fais aucune critique des choses. Tout ce que ces gens ont fait, c'est finalement assez remarquable. On a trop tendance à critiquer, mais je voudrais l'enlever si vous l'entendez, vraiment que vous ne... Pas de critique. Donc je croise la personne qui est en charge des systèmes de la ligne 18. Et il me dit comme ça, on est convaincu qu'il nous faut des procédures. Avec ma maîtrise d'œuvre, on les écrit, très bien, on est content. Et puis après, on va travailler, on va le faire. Et puis figure-toi qu'après coup, quand on revient, eh bien, on compare ce qu'on a fait avec la procédure et ça ne correspond pas. On a fait autre chose en fait. Et c'est normal finalement, parce que des procédures a priori peuvent être finalement que très réductrices par rapport à la question de l'appréhension de la complexité et de la variété du réel. Alors du coup, je lui dis, tu sais, tu devrais peut-être faire un tout petit peu différemment. Vous, si vous y prenez tous ensemble, vous avez une assez bonne connaissance, une assez bonne pratique du métier, mettez en commun les choses, commencez à constituer une espèce de bout de mode opératoire, vous y rajoutez surtout les trouvailles que les uns et les autres ont fait, enfin toute cette imagination, ce savoir qu'ont les gens, vous commencez à appliquer, regardez ce que ça vous donne, et puis vous allez adapter le mode opératoire que vous avez pensé, puis petit à petit, vous allez pouvoir enfin arriver à écrire cette procédure. Donc,
Ça, c'est des modes collaboratifs. Ça aide à la construction des choses et finalement, c'est la manière la plus pragmatique de faire dans des situations aussi complexes. Alors face à cette complexité, finalement, on avait deux attitudes qui se dégageaient. On avait une partie des attitudes qui consistait à aller chercher des solutions autrement, faire différemment, enfin chercher des choses qui étaient adaptées. Et à l'autre posé, on avait des attitudes qui étaient beaucoup plus repli et raidissement. En fait, ce qu'il y a un petit peu en sous-jacent de tout ça, c'est la peur des gens. Donc pour l'illustrer, je vais vous prendre l'exemple de certaines réunions. Donc, pour petit clin d'œil, la première réunion qu'on a fait à la SGP, ils avaient un mal incroyable à se parler déjà. Donc je parle de réunions, les maîtrises d'œuvre, les assistances à maîtrise d'ouvrage et la MOA, hein, plus services différents. Donc du mal à se parler. Alors pour vous faire aussi une autre idée, pour le coup la première, on rentre dans la question du planning opérationnel, on est déjà à des équipes, à des réunions où il y a 25 personnes qui sont là. Quelques mois après, quand on fait un point d'avancement, c'est 80 personnes qui sont impliquées dans la fonction planning. Donc c'est les 2/3 de la salle. Là. Alors tous ont envie de sortir évidemment la solution qui va bien aller, mais dans l'esprit des gens, il y a quoi? D'un côté, il y a une peur, ils se disent, bien, les autres, ils vont nous rouler. Ah, ils ne nous disent pas tout. Ah, ils en ont gardé sous le pied. Et puis on se met de l'autre côté. Et puis les autres, ils ont peur que la maîtrise d'ouvrage, elle va vous m'excuserez, les enguirlander, qu'ils vont en rajouter, alors qu'ils sont déjà en retard sur plein d'autres sujets, je veux dire qu'ils vont changer les données d'entrée, ce qui n'est pas nouveau, qu'il va falloir tout refaire, que ce n'est pas le bon moment, que ce n'est pas dans le contrat. Vous voyez un peu le paysage sous-jacent qui se dessine. Alors, évidemment, dans cette ambiance-là, il y a un des planificateurs qui dit, mais laissez-nous travailler, c'est notre métier. En gros, foutez-nous la paix, quoi. C'est plus simple. Mais pour que vous compreniez à un moment donné pourquoi ça ne fonctionnait pas, j'ai expliqué un peu, essayer de vous expliquer l'objet, comment cette réunion avait été structurée, c'est qu'en fait chacun des participants arrivait avec le bloc de planning qui lui correspondait, qu'il devait faire. Et l'idée, c'était de les juxtaposer tous les uns à côté des autres. Et assez vite dans la réunion, on s'est rendu compte que ça allait devoir se chevaucher, entre autres sur les parties système et les parties de test système. On s'est assez vite rendu compte qu'il y a une partie, c'est des tests unitaires, et que ça se trouve, on peut les remonter dans le planning, dans le chemin de fer. Mais ça veut dire que le génie civil, lui, doit avoir bougé ou avoir prévu les choses en avant. Donc voilà les choses. Et ça, tout ça, évidemment, c'est sans critique. Mais on comprend que dans ces contextes un peu de tension, qui remettent en fait en cause la manière dont ils avaient fonctionné, eh bien, les personnes n'ont pas l'esprit serein, quoi. Et ça peut exploser un petit peu à tout moment. Alors, je vous fais un autre exemple. C'est sur le même sujet, situation similaire. On est 1 an après, CNDP se retrouve dans la même situation, un problème de planning. Alors, il lui dit, il dit à sa maîtrise d'œuvre, il y a un problème de planning. Donc, la maîtrise d'œuvre répond spontanément, je vais travailler, et puis je reviens dans 1 mois vers vous. Et lui dit, non, on ne fait pas comme ça. Tu prends toi, tes gens, tu viens dans la semaine, je prends moi mes gens qui savent, on met tout ensemble, et une fois qu'on aura fait le tour, là on aura les ébauches, et on pourra construire en se garantissant qu'on a bien la compréhension la plus large finalement des sujets qu'on doit traiter. Et là, dans ce cas-là, c'est aussi le mode collaboratif qui a été le plus efficace. Et de manière très très pragmatique, la production du document, ils ont mis 2 mois de moins que les autres à le faire. Et puis on note aussi qu'on a une petite évolution dans la manière de voir les situations de la part de la maîtrise d'ouvrage. On passe de « je te donne un ordre » à « nous avons un problème et on va le mettre en commun et nous allons commencer à le résoudre ensemble ». Alors, petit à petit, ce qui a émergé progressivement, c'est le besoin de confiance entre tous. Fin 2016, donc, la SGP a décidé de monter un séminaire grand interne. Donc, pour vous faire une image, c'est les principaux partenaires de la réalisation. On recevait que les principaux responsables, plus les fonctions principales. On était déjà à 250 personnes qui étaient présentes. Donc Olivier fait le tour des maîtrises d'œuvre pour essayer de savoir qu'est-ce qu'ils en pensaient. Et miracle, qu'est-ce qui arrive? Ils demandent, de pouvoir être considérés comme des partenaires, ça passer de prestataires à partenaires, et faire confiance. Alors la confiance, la bonne entente, c'est vraiment la condition pour que les solutions et les actions puissent se réaliser ensemble. Ce n'est pas une solution miracle, mais si on ne les a pas, ça va pénaliser. Alors pour le comprendre, je vous propose de regarder le sujet un petit peu à l'envers. Il se passe quoi quand la défiance est permanente? Les contraintes ne s'expriment pas. Donc un des prestataires, il me dit, ce dont je rêverais, c'est de pouvoir dire que je n'arrive plus à recruter sans me faire, entre guillemets, engueuler par mon chef et par mon client. Donc, vous voyez bien le sujet, le Grand Paris Express a absorbé une quantité astronomique de ressources et lui tout seul, il ne peut pas s'en sortir. L'autre chose à retenir, c'est que si quelqu'un a le problème et qu'il n'arrive pas, c'est le projet qui a le problème en finale.
Deuxième point, la défiance, ça joue aussi sur la remontée des problèmes. Donc on sait que dans les structures hiérarchiques, c'est toujours un petit peu compliqué à ce que ça remonte, mais structurellement, dans les grands projets, c'est encore pire. C'est trop loin, c'est trop gros, on ne les voit pas arriver. Et vous savez mieux que moi que les problèmes, plus sont pris tôt, plus on a des chances de les résoudre. Alors, ces éléments de complexité, de notre point de vue, on a toujours intérêt à les décrire et à en partager la compréhension. Moi, j'adore la frise. On a tout sous les yeux. Après, et c'est ça qui permet à chacun d'ajuster au mieux son action. Alors ça rejoint, vous m'excusez, c'est une coquetterie de ma part, l'hypothèse de François Sigaud, qui est un anthropologue des techniques, donc les gens qui regardent comment les techniques se font, comment les usages se font, et ainsi de suite chez les gens, qui dit « L'intelligence n'est pas intrinsèque ou abstraite, c'est plutôt le processus qui se déclenche en face d'une situation, d'un objet ou d'un problème. » Donc je m'excuse, la phrase est un peu abstraite, je vous la retraduis dans le cadre d'un projet. En fait, ça veut dire paradoxalement que la complexité, quand on la regarde, elle va nous aider à passer à un stade autre de conception et de travail ensemble. Donc il ne faut pas en avoir peur, il faut vraiment la prendre directement. L'autre point sur lequel ça joue, c'est les conséquences sur le stress individuel. Vous avez déjà des problèmes énormes à résoudre. Si en plus vous êtes inquiet de la réaction des autres, ça en rajoute. Et c'est pas bien. Et c'est à ça que ça sert la confiance, ne pas en rajouter. En plus, le stress a un impact sur les choix. Donc maintenant, les neuroscientifiques l'ont à peu près démontré. De fait, quand on est en phase de situation de stress, on a tendance à choisir le chemin qui comporte le plus de risques. Donc du coup, on les connaît, les risques, mais on a une tendance à les minimiser. Et dans les ambiances de séance où les gens finalement ont peur, n'ont pas confiance les uns des autres, tout devient extrêmement dur, on ne peut plus rien dire, je veux dire, les idées ne peuvent plus s'exprimer, les gens sont sur les nerfs, une remarque et tout explose. Donc c'est vraiment très très difficile dans ces conditions-là de commencer à pouvoir réfléchir à des solutions qui sont innovantes. En fait, le poids de cette dimension psychologique prend une importance absolument démesurée. Certains patrons de maîtriseurs me disaient, en fait, tu sais, c'est la difficulté la plus importante du projet, c'est vraiment cette dimension psychologique-là. Pour ma part et à titre personnel, je ne m'attendais pas du tout à trouver une importance aussi grande, quoi. Et en fait, éviter la défiance, c'est pas si compliqué que ça finalement. On a vu deux mécanismes, c'est les modes de travail collaboratifs qui contribuent à la diminuer, qui en plus sont adaptés à traiter des situations qui sont complexes. On a vu un léger décalage dans la manière de voir les situations pouvait aussi apporter des chemins utiles. Il y a plein d'autres dispositifs à inventer, dont on a fait quelques-uns avec la SGP. Mais pour rester sur le sujet humain et nous, quoi, la personne, nous, on peut y contribuer tous les jours, en fait. C'est des attitudes du quotidien. Donc, on parle de convivialité, on parle de liens formels qui vont jouer un rôle extrêmement important, on parle de la capacité d'accueil des problèmes, on parle de faire briller les idées des autres, on parle de tolérance, on parle de soutien, on parle d'aide à la résolution, on parle d'échange sur les pratiques des métiers. On vient d'entreprises différentes et on fait le même métier, mais on n'a pas la même manière de faire. Il faut pouvoir se l'expliciter pour tirer le meilleur des deux. Et puis on a cet élément qui est de reconnaître les efforts, les choses qui sont faites. J'ai jamais compris pourquoi on a toujours une tendance à critiquer et on a toujours beaucoup de mal à s'émerveiller de ce que l'on a fait. Et il se trouve que vous avez déjà fait des choses qui sont quand même assez étonnantes. Et finalement, ce n'est pas si compliqué que ça, parce que paradoxalement, on revient à des postures qui nous sont assez naturelles. Le cerveau humain, c'est d'abord un cerveau social. C'est de la curiosité, c'est de l'interaction, c'est du donner, d'aider à résoudre les problèmes de l'autre. Enfin, c'est ce que vous disiez, c'est des choses qui sont finalement assez simples à faire. Et quand on arrive à cet état-là, ça devient vraiment un plaisir à vivre au quotidien. Moi, j'ai en mémoire, j'ai hésité à vous raconter cette anecdote, mais on avait un séminaire le lundi matin. Le vendredi, il nous manquait la contribution d'un des responsables. On se croise dans les toilettes. Il prend 2 minutes et crac, on sort la contribution tout de suite. Il nous manque des données, on va voir les gens, on leur demande, ils ont autre chose à faire, ils posent les crayons, puis ils donnent un coup de main, parce qu'en fait les données, il fallait les constituer pour qu'on les ait. Et ça donne une espèce de réactivité qui est complètement incroyable, une agilité qui est complètement incroyable. On a même des cas où on a les personnes de la SGP et de la MOG qui se faisaient suffisamment confiance, qui étaient à un niveau équivalent de compréhension des sujets, ils en arrivaient à s'inverser dans les réunions. C'est-à-dire l'un pouvait se substituer à l'autre. Donc je ne sais pas si vous visualisez l'intérêt que ça a en matière d'efficacité dans des agendas où très souvent les gens ils avaient 3 réunions en même temps.
Ça devient vraiment, vraiment tout à fait important. Donc le point des personnes est vraiment central. Je vous ai évoqué le séminaire grand interne. Donc le directeur du programme avait une intervention d'1 heure à faire dans ce programme-là. Donc il l'a consacré bien évidemment au diagnostic du Grand Paris Express et ce qui avait amélioré. Alors pour information, un des points sur lesquels il a pas mal insisté, c'est les limites du fonctionnement contractuel. Mais ça, c'est un autre sujet. Et du coup, il a mis en évidence, et il conclut là-dessus, le risque majeur du projet. Donc, je vous la cite in extenso. Le grand risque du projet serait d'oublier les personnes. On est quand même au Grand Paris, je crois que c'est le 2e projet mondial. On est en France, on arrive à dire ça tellement c'est important. Et il ajoute une clé individuelle, l'empathie. Et l'empathie, c'est cette capacité à percevoir ce que l'autre ressent. Bon, les modes collaboratifs, les personnes, pour nous, c'est une nécessité. Mais en fait, si on décale un petit peu la manière de voir, en fait, c'est surtout une très très belle opportunité de se construire un contexte de travail assez extraordinaire. Et quand on y arrive, là, le monde du possible s'ouvre et tout peut se jouer, toutes les formes de pensée novatrices peuvent rentrer. Vous êtes tous des équipes d'experts. Une fois que vous avez cette ambiance-là, c'est extraordinaire, vous allez y arriver, quoi.